On se retrouve donc pour la suite de ce chapitre numéro 1. Donc comme on l'a vu en classe tout à l'heure, la définition des acides et des bases selon Bronsted est relativement simple en lien avec l'ion H+, qu'on avait détaillé la dernière fois. Donc petit rappel concernant les acides. Un acide, c'est une espèce chimique qui va être capable de libérer, de céder un proton. Je vous rappelle donc à partir de cet exemple de l'acide éthanoïque, on voit que cet acide contient un certain nombre d'atomes d'hydrogène et c'est en particulier celui-là qui va être libéré. Donc ce proton étant libéré, il donne naissance ensuite, l'acide, à une espèce chimique qui a pour formule CH3CO-. De manière générale, un acide est symbolisé par la notation AH, A pour acide et H parce qu'il possède donc un proton, et donc l'évolution logique de la libération d'un proton par un acide est symbolisée par cette équation AH donne H+, plus A-. À l'opposé, les bases, elles, sont capables de capter un proton. Donc l'exemple que je vous avais cité, c'est celui de l'ammoniac. L'ammoniac de formule NH3 va donc capter ce proton, on additionne donc le proton pour obtenir l'espèce chimique NH4+. De manière générale, une base étant symbolisée par la lettre B, quand elle capte le proton H+, eh bien on obtient l'ion BH+. Donc voilà pour les acides et les bases. Ces acides et ces bases, donc en se transformant l'un dans l'autre, forment un couple donc acide-base. On écrit l'acide en premier et la base en deuxième. L'acide AH, donc on le voit ici, va donner naissance à une espèce chimique A- qui est une base. Et le couple donc AH- est formé de deux espèces conjuguées, dites conjuguées, voilà, et symbolisé, caractérisé par une demi-équation acido-basique qui est ici. Donc l'acide AH peut se transformer en sa base A- à condition de libérer un proton, mais on peut aussi voir cette transformation dans l'autre sens, c'est-à-dire que la base A- est capable de capter le proton H+, pour se transformer en l'acide AH. Autrement dit, l'opération pouvant se faire dans les deux sens, eh bien, elle va être traduite par ce signe, par cette double flèche, qui traduit donc l'évolution possible dans les deux sens. Il a été vu ce matin en TP que un acide pouvait ou pas réagir totalement avec l'eau. Et dans ce cas-là, ça va lui conférer deux propriétés différentes. L'acide va être qualifié de fort lorsqu'il réagit totalement avec l'eau, et donc il va totalement disparaître et se transformer en sa base conjuguée. Dans ce cas, l'avancement maximal est atteint. Et on va ainsi mettre en évidence deux avancements différents. D'une part, l'avancement final, l'avancement réel, qui correspond donc à une vraie mesure expérimentale que l'on peut déterminer grâce à une mesure expérimentale, le pH par exemple. Et l'avancement maximal, lui, se détermine de manière théorique à partir de la quantité des réactifs que l'on a placés au départ. Donc si on a une parfaite égalité entre la valeur attendue et la valeur obtenue, c'est que la réaction a été totale et donc l'acide dans ce cas-là est qualifié de fort. Sinon, eh bien, c'est que l'avancement maximal n'a pas été atteint, donc l'avancement réel, l'avancement final est plus petit que l'avancement maximal, et ça s'explique par une réaction qui n'est pas totale. Donc dans ce cas-là, l'acide est dit faible. Donc ce qui est vrai pour un acide fort ou faible est vrai aussi pour les bases fortes ou faibles. Donc une base forte va réagir totalement avec l'eau, une base faible va réagir partiellement avec l'eau. On aborde maintenant le cas particulier, cas très intéressant de l'eau, puisque l'eau, dont la formule est H2O, je ne vous apprends rien, a une particularité très très intéressante, c'est qu'elle peut se comporter à la fois comme un acide ou comme une base. En fonction de l'environnement dans lequel elle se trouve, elle va pouvoir donc agir dans un sens ou dans l'autre. Une telle espèce chimique, qui n'est pas limitée au cas de l'eau, il y a d'autres espèces chimiques qui ont la même caractéristique, est appelée une espèce amphotère, ou bien un ampholyte. Voilà.
deux termes synonymes. Donc si on y regarde de plus près, et qu'on considère dans un premier temps l'eau comme un acide, dans l'écriture du couple, je vous rappelle que l'acide s'écrit à gauche, et donc H2O étant écrit à gauche va être associé à une base que l'on obtient par libération d'un proton, et ainsi on obtient l'ion HO- dont je vous ai parlé, qui s'appelle l'ion hydroxyde. La demi-équation qui traduit ce couple, la voilà. Mais l'eau est également susceptible de se comporter comme une base. Dans ce cas, on va écrire bien évidemment l'eau à droite du couple, et on va obtenir son acide conjugué, que l'on placera ici, par ajout, par gain d'un proton. Et dans ce cas, on obtient l'ion oxonium de formule H3O+. Donc ça, c'est très très important parce que par la suite, quand on va s'intéresser aux réactions des espèces chimiques avec l'eau, ce qui arrive quand même très très souvent, il va falloir se poser la question, est-ce que l'eau se comporte comme un acide ou comme une base? Eh bien ça va dépendre de avec qui elle réagit. Petit 3, que se passe-t-il maintenant lorsqu'on met ensemble un acide et une base? Par définition, on l'a déjà vu, l'acide va libérer un proton, et ça tombe très bien parce qu'une base va capter ce proton. Donc en fait, quand on met ensemble un acide et une base, il s'agit en fait d'un échange, d'un transfert de protons d'une espèce donneuse, c'est-à-dire l'acide, vers une espèce receveuse, c'est-à-dire la base. Tout simplement, un simple échange d'électrons. Et forcément, puisque ça met en jeu un acide qui donne un proton à une base, l'acide qui donne son proton se transforme en sa base conjuguée, la base qui capte le proton se transforme en son acide conjugué, il y a donc deux couples qui sont mis en jeu. On peut les symboliser par acide 1, base 1, acide 2, base 2, et donc l'équation qui traduit l'échange de protons, l'acide 1 va libérer le proton qui va être capté par la base numéro 2. L'acide 1 qui a donc libéré ce proton se transforme en sa base conjuguée, et la base numéro 2 qui a capté le proton venant de l'acide 1 va, elle, se transformer en l'acide numéro 2. Donc, quelle que soit la situation, quand on a une réaction acido-basique, eh bien, il y a toujours deux couples qui interviennent. Donc, parfois, dans les exercices, on vous posera la question suivante, l'équation est fournie, identifiez et notez les deux couples mis en jeu. Ça, c'est une question assez classique. La notion d'équilibre, pour terminer ce deuxième paragraphe, qui a été abordée au cours de l'activité expérimentale de ce matin. Donc, dans le cas des acides faibles ou des bases faibles, c'est-à-dire qui réagissent de manière partielle avec l'eau. Donc, reprenons l'exemple de ce matin, l'acide éthanoïque. L'acide éthanoïque, on l'a démontré, réagit avec l'eau, donne naissance à des ions H3O+, qui vont donc avoir un impact sur le pH, ça on en a parlé, mais il se trouve qu'on a démontré que la quantité d'H3O+, la concentration d'H3O+, n'était pas égale à la concentration en soluté, donc en acide éthanoïque de départ. Ce qui fait que le pH attendu n'était pas égal au pH mesuré. Donc ceci s'explique par une réaction qui n'est pas totale. L'eau ne réagit pas totalement avec l'acide éthanoïque, tout simplement, comme je vous l'ai expliqué également, parce que les produits fabriqués, donc là vous reconnaissez la base conjuguée de l'acide qui est ici, et ici l'acide H3O+, conjugué de la base qui est H2O. Donc il y a bien eu un échange de protons entre l'acide CH3COH et la base H2O, mais les deux produits que l'on obtient ont eux aussi un caractère acido-basique, c'est-à-dire que H3O+, un acide, va être capable de donner son proton, un de ses protons, à la base CH3CO-. Donc les deux produits vont être capables de réagir l'un avec l'autre. Pour donner quoi? Pour redonner ces deux espèces chimiques qui sont là. Autrement dit, il y a une opposition entre cette réaction vers la droite qu'on appelle la réaction directe et la réaction inverse. L'équilibre va s'établir dans une position intermédiaire
plus ou moins déplacée vers la droite ou vers la gauche. Donc quand la réaction n'est pas totale, eh bien on la symbolise par cette double flèche qui est là, qui symbolise le fait tout simplement que la réaction a lieu dans les deux sens. Voilà. Et c'est parce que les deux produits sont capables de réagir l'un avec l'autre qu'ils limitent la réaction directe. Cet équilibre qui est là va pouvoir être déplacé si on ajoute ou si on retire une des espèces chimiques présentes dans l'équilibre. On a constaté ce matin que lorsque l'on a ajouté de l'acide éthanoïque très concentré, ça a provoqué une diminution du pH. Ça s'explique très facilement. La diminution du pH prouve qu'il y a eu apparition d'ions H3O+, suite à cet ajout de quelques gouttes d'acide éthanoïque. Pourquoi y a-t-il plus d'ions H3O+? Tout simplement parce que la réaction entre CH3COH et H2O s'est déplacée dans le sens direct. Et en se déplaçant dans le sens direct, elle a fabriqué davantage d'ions H3O+, d'où une acidité plus forte. Et pourquoi CH3COH a réagi avec H2O? Parce qu'en fait, la notion d'équilibre, elle va évoluer à l'opposé de la perturbation que l'on provoque. Je m'explique. Je rajoute ici un réactif. L'équilibre va se déplacer pour s'opposer à cet ajout, autrement dit pour faire baisser la quantité de ce réactif, et donc déplacement dans le sens direct. A l'inverse, lorsque vous avez ajouté de la poudre d'éthanoate de sodium, contenant donc après dissolution des ions éthanoate, je rajoute des ions éthanoate dans le milieu. Ces ions éthanoate vont, en surplus, vont réagir avec des ions H3O+, qui sont présents, et ainsi, le déplacement va se faire dans l'autre sens. Et si le déplacement se fait dans l'autre sens, il consomme des ions H3O+, consommation d'H3O+, la solution devient moins acide, le pH augmente. Donc quand on a affaire à une réaction qui n'est pas totale, qui est équilibrée comme celle-ci, la moindre modification que vous pouvez apporter, par ajout ou par retrait d'une des espèces chimiques, qu'elle soit réactive ou produit, va modifier l'équilibre, va déplacer l'équilibre de telle sorte que le système va compenser la perturbation. Si vous rajoutez d'une espèce chimique, vous allez favoriser sa disparition. Si vous enlevez une espèce chimique, vous allez favoriser son apparition. Donc ça, c'est quelque chose qui est très général et très important en chimie. Voilà pour la fin de ce deuxième paragraphe. On enchaîne rapidement par un paragraphe qui n'est pas très compliqué, le troisième paragraphe, qui parle de la toute dernière expérience qui a donc été réalisée aujourd'hui. Que se passe-t-il quand on a des acides forts et des bases fortes? Donc je vous rappelle, acide fort, base forte, c'est une réaction qui est totale avec l'eau. Donc on va reprendre justement cette définition. Si je pars donc de l'équation qui traduit ce que je viens de dire, l'acide qui est là étant fort réagit avec l'eau de manière totale, symbolisée par la flèche qui est ici. L'acide donne sa base conjuguée, la H2O joue le rôle d'une base, va donc se transformer en son acide conjugué, et voilà, on en est là. Mais puisque la transformation est totale, je vais récupérer en termes de concentration ici, en H3O+, ce qui était prévu, c'est-à-dire la totalité de la concentration du soluté de départ. Admettons qu'on appelle C la concentration de ce soluté, eh bien on va récupérer en fin de transformation une concentration en ion oxonium, en ion H3O+, qui est égale à C. Et comme maintenant vous connaissez la formule qui permet de calculer un pH, qui est pH égale moins log de la concentration en H3O+, eh bien on obtient dans ce cas pH égale moins log de C, sachant que la concentration C en général est donnée dans l'énoncé. Donc dans le cas des acides forts, c'est facile de calculer le pH de la solution obtenue. Attention, cette relation n'est valable que pour les acides forts. Dans le cas d'un acide faible, ça ne fonctionne plus. Dans le cas d'une base forte, c'est presque pareil, mais la formule va être légèrement différente. Donc la base forte, si on la symbolise par A-, alors on pourrait la symboliser par B ou par A-, ça n'a pas une grosse importance. Donc si elle réagit de manière totale avec l'eau, on va obtenir AH et HO-. AH, c'est l'acide conjugué de A-. H2O, attention, cette fois joue le rôle de l'acide, puisqu'il réagit avec une base, va donc se transformer en HO-.
Et ici, en termes d'égalité de concentration, eh bien qu'est-ce qu'on a? A- réagissant de manière totale. Si on considère que la concentration de départ est C, en soluté, eh bien on va récupérer une quantité d'ion hydroxyde, qui est là, égale à la concentration de soluté de départ. On est sur des solutions qui sont très très basiques. Donc dans ce cas-là, la formule qui permet de calculer le pH d'une solution de base forte peut se démontrer d'une manière un petit peu complexe. On va passer sur la démonstration et on va juste retenir cette relation qui est là, qui en soi est finalement relativement logique et assez symétrique par rapport à la précédente. Je vous ai dit qu'on était sur des solutions qui étaient basiques, donc ça peut expliquer le 14 qui est là, 14 plus log de C, sachant que la concentration C, on est en 10 puissance moins quelque chose, donc vous n'avez peut-être pas encore l'habitude, mais le log de C va vous donner une valeur négative, et donc 14 plus une valeur négative, on va être dans les 13, 12, 11, etc. etc. Donc voilà la formule qui permet de calculer le pH d'une solution de base forte. Enfin, pour terminer cette vidéo du jour, que se passe-t-il lorsqu'on mélange un acide fort et une base forte? On vient de le voir, l'acide fort, en réagissant totalement avec l'eau, va libérer uniquement des ions H3O+, et disparaître sous sa forme primaire complètement. De la même manière, la base va réagir totalement et libérer totalement des ions hydroxydes. Ceci est vrai pour tous les acides forts, pour toutes les bases fortes. Au final, que reste-t-il dans le milieu réactionnel? Eh bien, des ions H3O+, qui viennent de l'acide, des ions hydroxydes qui viennent de la base, et quelle que soit la situation, quand vous mettez un acide fort et une base forte, eh bien l'équation de la réaction, c'est toujours H3O+, qui vient de l'acide, plus HO- qui vient de la base. Tout le temps, tout le temps. Et cette réaction est totale, donc on va mettre une flèche, et c'est une réaction acido-basique. H3O+, c'est un acide, HO- c'est une base, H3O+ va donc perdre un proton pour donner H2O. HO- va gagner ce proton pour donner H2O. Et donc on obtient deux molécules d'eau. Donc en soi, ça peut paraître un peu curieux, puisque vous mettez un acide fort, on peut dire que c'est quelque chose d'assez puissant, avec une base forte, c'est aussi quelque chose de puissant, mais les deux vont se tempérer, vont s'annihiler en quelque sorte, et on forme de l'eau. Il reste bien sûr les ions spectateurs qui font que ce n'est pas de l'eau pure que l'on va obtenir. Dernier aspect, quand on mélange ces deux solutions, il y a un aspect thermique qui intervient. Vous l'avez vu en mesurant les températures. Donc c'est une réaction qui est exothermique, qui libère de la chaleur, et cette énergie dépend des concentrations qui interviennent. Ce qui peut impliquer des conditions expérimentales particulières et des conditions de sécurité à respecter. Il faut notamment veiller à ne pas introduire les deux solutions, à mélanger les solutions de manière trop rapide, parce que là, l'élévation de température pourrait provoquer des projections, et il faut veiller aussi à agiter de manière à équilibrer la concentration très très rapidement. Donc voilà pour ces paragraphes 2 et 3. On se retrouve très vite pour la suite et la fin de ce chapitre numéro 1.